C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Moins de 36 heures après la fermeture des bureaux de vote, on ne connaît toujours pas les résultats définitifs des élections législatives pour la 23e Knesset. Et après avoir célébré dans l'entourage de Binyamin Netanyahou la très nette victoire du Likoud, on tente de vérifier s'il y a une chance de franchir le seuil des 61 députés qui permettrait au Premier ministre de former assez facilement une coalition gouvernementale de droite et des partis religieux. Et bien évidemment, les quotidiens israéliens se font ce matin en manchette de leur édition l'écho de cette aspiration. En surtitre, le Israël Hayom annonce le bloc de droite à 59 mandats. On attend les résultats définitifs. Mais derrière cette expectative, il y a un espoir solide, ou plutôt une certitude, celle de parvenir à trouver dans l'opposition actuelle les députés qui accepteront de passer d'un bloc à l'autre pour garantir la formation d'un gouvernement Netanyahou. Le Israël Hayom affirme que les contacts avec ces transfuges potentiels ont d'ores et déjà débuté. Le Israël Hayom résume bien la situation de la droite et de Netanyahou dans sa manchette. Succès, mais sans décision, titre le grand quotidien en nous montrant une photo de Binyamin Netanyahou entouré de ses ministres et députés dans la nuit de lundi à mardi après son discours de la victoire au parc des expositions à Tel Aviv. Le Yediot Aharonot de détailler en première page les trois principaux développements en cours. D'abord, au Likoud, on attend le décompte des voix des soldats, dans l'espoir que ceux-ci pourront permettre au bloc de droite d'obtenir le 61e mandat, ce qui semble, il faut bien l'avouer ce matin, peu probable, mais le Yediot Aharonot lui admet que pour Binyamin Netanyahou, l'option prioritaire est ce que le journal appelle grossièrement la chasse aux déserteurs, aux députés qui donc accepteront de passer d'un bloc à l'autre. Et de l'expliquer aux lecteurs qui ne l'auraient pas encore compris que la députée qui est dans le collimateur du Likoud n'est autre qu'Orly Lévy Abekassis, qui pour l'instant a obtenu son mandat dans le cadre de l'Union de la gauche, Meretz travailliste Gesher, mais qui dispose donc de son propre groupe, le groupe Gesher, ce qui lui permet de passer plus facilement dans l'autre bloc, ce bloc de droite dont elle est d'ailleurs issue idéologiquement, puisque Orly Lévy a commencé sa carrière politique dans le Israël Beiteinu de Lieberman. Autre développement possible, le Yediot Aharonot parle du dilemme de bleu-blanc. Hier, comme le soulignent les quotidiens israéliens, Benny Gantz a exprimé son refus renouvelé de siéger dans un gouvernement conduit, a-t-il dit, par un accusé. Mais certains députés du grand parti de centre-gauche envisagent de violer la promesse de Benny Gantz et de rejoindre le Likoud. Et le Yediot, en page 4, nous détaille ce que dit la loi à l'intention justement de ceux qui ont été élus sur une liste et qui, après les élections, se déplacent vers une autre liste. La loi, qui a été plus d'une fois amendée, prévoit en effet des sanctions contre eux. Première sanction pour un transfuge, il ne pourra être ministre ou vice-ministre dans le gouvernement formé par la coalition qu'il a rejoint, mais la sanction la plus sérieuse est que le député ne pourra pas se présenter lors des élections suivantes dans une formation politique qui est déjà représentée dans l'actuelle Knesset, c'est-à-dire dans la Knesset, la 23e Knesset. Alors, comment contourner de telles sanctions qui pourraient refroidir l'enthousiasme de certains potentiels transfuges? Eh bien, tout simplement en votant avec la nouvelle majorité un nouvel amendement à cette loi qui balayerait donc les sanctions. Autre point important qui rend le déplacement d'Orly Lévy Abekassis plus facile, celle-ci est elle-même la seule représentante à la Knesset du parti Gesher et elle peut donc passer avec son parti d'un bloc à l'autre sans être sanctionnée. C'est pourquoi on estime que Binyamin Netanyahou lui aurait d'ores et déjà proposé d'être ministre de la Santé dans son prochain gouvernement. Le Maariv, lui, indique que la même proposition de passer de bleu-blanc au Likoud a été faite à Omer Yankelovitch, la députée orthodoxe de bleu-blanc. On ne connaît pas encore sa réponse. Le Israël Hayom estime pour sa part que 2 députés bleu-blanc sont aussi dans le collimateur de Binyamin Netanyahou, des députés qu'il connaît très bien puisqu'il s'agit de Tzvi Haozer et de Yoaz Hendel qui furent ses proches conseillers dans le passé. En marge, le Maariv nous fait partager le calendrier des 2 prochaines semaines qui conjugue à la fois des événements politiques et judiciaires puisque il n'est pas impossible, par un étonnant concours de circonstances, que le président de l'État, Reuven Rivlin, confie à Binyamin Netanyahou le soin de former un gouvernement le jour même de l'ouverture du procès du Premier ministre. En effet, les résultats définitifs seront publiés le 10 mars. Le président Rivlin aura ensuite une semaine pour faire ses consultations avec les chefs des partis représentés à la Knesset et pour décider enfin à qui il confiera le soin de former une coalition. Et donc, il pourrait annoncer sa décision le 17 mars
mars prochain, date de l'ouverture du procès de Binyamin Netanyahou et au lendemain de la séance inaugurale de la 23e Knesset. La presse et les médias se penchent ce matin sur le succès conséquent de la liste arabe unifiée qui a obtenu 15 mandats et qui pourrait même en obtenir un 16e selon les résultats de ce matin. Et le Yediot Aharonot souligne l'unité parfaite et la mobilisation du public arabe israélien durant ces élections. Le Yediot qui nous présente également ce matin les candidats qui sont en ballotage et qui espèrent être députés mais n'en sont pas encore certains. Il s'agit par exemple du général Uzi Dayan qui est numéro 36 dans la liste du Likoud, ou d'Yitzhak Pindrus qui est l'éternel numéro 8 dans la liste du judaïsme unifié de la Torah. Dans le Haaretz, on se penche ce matin sur l'échec cuisant de la gauche idéologique et l'on désigne Amir Peretz, le président du Parti travailliste, comme principal responsable de cet échec. Et qu'écrivent les éditorialistes dans la presse israélienne de ce matin? Eh bien, tout d'abord, dans le Yediot Aharonot, en guise d'éditorial, une caricature qui en dit long sur l'état d'esprit de suspicion qui commence à régner au sein de Bleu-Blanc. On y voit les trois ex-chefs d'état-major de Tsahal, Moshe Yaalom, Gabi Ashkenazi et Benny Gantz, entrer dans une tente militaire où dorment apparemment les députés Bleu-Blanc, afin de faire le compte des soldats et vérifier au petit matin s'ils sont tous encore là. Tous les journaux de toujours dans le Yediot Aharonot, Amichai Attali se penche sur les habitants des implantations qui, selon les résultats, ont plébiscité Binyamin Netanyahou. Est-ce que ce dernier saura se montrer reconnaissant envers eux, écrit-il ce matin dans son commentaire. Mati Tourfel, le correspondant politique du Israël Hayom, considère que ces élections ont apporté au Likoud son plus grand succès électoral de tous les temps. Quant à l'échec de Bleu-Blanc, il explique par l'absence de message politique et idéologique de cette formation, créée uniquement pour, écrit-il, débarrasser Israël de Binyamin Netanyahou. Dans le Israël Hayom toujours, Yossi Belin, l'ancien ministre de la Justice, artisan du processus d'Oslo, estime que parfois la fête est prématurée. Il pense que c'est le cas pour le bloc de droite qui n'a pas encore les 61 députés nécessaires pour gouverner. Et il rappelle que c'est devenu une sorte de tradition dans un camp comme dans l'autre de festoyer durant la nuit suivant les élections avant de se rendre compte au petit matin que les difficultés et les obstacles demeure. Eran Bartal, dans le Israël Hayom, se penche sur Benny Gantz, le grand perdant de ces élections, et il est bien sévère envers l'ancien chef d'état-major. Comment avoir pu penser qu'il serait capable d'être un jour Premier ministre? Certes, c'est un homme sympathique, le prototype d'un Israélien qui a certains mérites pour avoir consacré sa vie à la défense d'Israël, mais avait-il vraiment la capacité de diriger un pays, se demande-t-il ce matin. Et enfin, Ophir Touboul parle, dans son éditorial, de victoire du second Israël, de celui qui continue à se sentir discriminé dans l'État d'Israël d'aujourd'hui. Dans le Haaretz, Zalman Chouval, l'ancien ambassadeur d'Israël aux États-Unis, proche de Netanyahou, écrit que Netanyahou est un excellent homme d'État, probablement le plus important homme d'État depuis David Ben Gurion. Et puis avant de terminer cette revue de la presse, un autre développement qui n'a rien à voir avec la politique, un développement étonnant lié à l'épidémie de coronavirus. Il s'avère que le général Aaron Khaliwa, qui est le commandant en chef des opérations au sein de l'état-major de Tsahal, était en Italie en vacances. Il en est revenu il y a quelques jours, avant que les directives d'isolement et de quarantaine soient publiées à l'intention des voyageurs en provenance de ce pays. Et donc, il s'est mis en quarantaine chez lui. Mais on a appris qu'entre-temps, avant de s'isoler, il avait rencontré longuement Binyamin Netanyahou, ce qui signifie que dans l'absolu... Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.